Merci beaucoup, M. Nibouche. Je crois qu'on va enchaîner. On va laisser les questions après la fin de la deuxième sujet. J'introduis le professeur Tahmi, qui est très connu chez nous, ancien ami de l'association. Il va nous parler d'un sujet qu'il chérit beaucoup, c'est sédentarité et le risque cardiovasculaire. Où est-ce qu'on est par rapport au sport? Quels sont les effets néfastes de la sédentarité? Merci beaucoup, professeur Tahmi. Tout d'abord, je remercie le comité d'organisation pour son invitation. C'est avec un énorme plaisir que je me retrouve encore une fois à HLEF pour parler d'un sujet que le comité d'organisation considère comme important. Est-ce qu'il est vraiment important? La vie réelle montre qu'il n'est pas important, puisque M. Nibouche vient de présenter une belle communication où tous les médicaments ont leur place. Si on doit donner des statines, M. Nibouche saura donner quelle dose de statine. Mais quand on recommande l'activité physique pour agir contre la sédentarité, ça se résume en un petit mot. Il faut faire du sport, il faut marcher. Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Donc ce n'est pas important. Petite anecdote, il y a moins d'un mois, on était dans une réunion scientifique comme celle d'aujourd'hui, et un monsieur, un invité étranger, a pris la parole pour dire que l'activité sportive, aussi bien en prévention primaire qu'en prévention secondaire, n'a aucun intérêt. Donc on lui a répondu, vous vous trompez, on n'est pas d'accord avec vous. Il a commencé à expliquer par des mécanismes physiopathologiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toute la salle a applaudi. Ça veut dire que ce n'est pas important, puisque la salle était composée donc de médecins. Je vais essayer, à travers cette communication, de montrer que c'est extrêmement important. Et mon objectif, c'est que vous sortez d'ici donc complètement convaincu de l'intérêt de lutter contre la sédentarité pour ne plus dire aux patients « faites du sport tout simplement », peut-être même prescrire une ordonnance. M. Nibouche vient de dire qu'il y a une association de médicaments qui réduit de moins 20%. C'est extraordinaire. Vous allez voir que l'activité physique fait mieux que la meilleure association. Nous avons des choses très simples en notre possession. Malheureusement, on ne les utilise pas. Et ça ne coûte pas cher. Donc la sédentarité est aujourd'hui considérée comme un des 10 facteurs de risque de mortalité dans le monde, en dehors des autres facteurs de risque. C'est un facteur de risque majeur de maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète. Donc, l'intérêt de cette activité physique, elle améliore donc la santé et contribue à prévenir ces maladies non transmissibles. Dans le cadre de la prévention primaire, et elle réduit la mortalité dans le cadre de la prévention secondaire. Au niveau mondial, ce qu'on sait, à travers les statistiques de l'OMS, un adulte sur 4 manque d'exercice actuellement. Et plus de 80% des adolescents n'ont pas une activité physique suffisante. En résumé, une vie sédentaire et inactive augmente le risque d'hypertension de 50%, augmente le risque de diabète de 20%, augmente le risque d'AVC de 30%, le risque d'infarctus de 30% et le risque de cancer de 25%. C'est un facteur indépendant. C'est-à-dire que la sédentarité seule, regardez ce qu'elle fait. Si on arrive à agir sur la sédentarité et sur l'inactivité, qui sont deux choses totalement différentes, on réduit de manière, on fait beaucoup mieux que tous les médicaments. Donc le mode de vie doit changer totalement. Il ne doit pas se résumer en un seul mot, il faut bouger. Quelques définitions pour qu'on parle le même langage. L'activité physique, c'est quoi? C'est tout mouvement produit par la contraction musculaire qui va générer une augmentation de la dépense énergétique. Donc, elle s'observe dès qu'on dépasse le métabolisme de base, qui est le 1 équivalent métabolique, qui correspond à 3,5 ml par kilo par minute de consommation d'oxygène. Et l'activité physique n'est pas synonyme de sport. L'exercice physique ou sport est une forme d'activité physique, donc
qui se caractérise par un cadre codifié et réglementé. Donc c'est un sous-groupe de l'activité physique. L'inactivité physique, c'est quand on fait moins de 30 minutes par jour d'activité physique modérée, continue ou bien fractionnée. Le fait de faire une activité pendant toute la journée inférieure à 30 minutes, on parle d'inactivité physique. Et elle est différente de la sédentarité, qui est un comportement qui inclut des activités physiques qui n'augmentent pas beaucoup le métabolisme de base, c'est-à-dire rester assis sur un bureau en train de travailler, et nous le faisons tous quand on est dans une consultation, quand on est dans une administration. Nous le faisons tous quand on passe des heures et des heures devant la télé. Ce comportement donc sédentaire est nocif pour la santé. La première preuve scientifique des effets bénéfiques de l'activité physique a été rapportée en 1953 par Maurice, qui a comparé donc les chauffeurs d'autobus avec donc les gens qui travaillent avec lui. Il a noté qu'il y avait une plus grande incidence de coronaropathie. Ensuite, toutes les études menées, et touchant plus de 100 000 personnes, ont montré que le niveau de conditions physiques était directement corrélé au risque, donc à la mortalité cardiovasculaire. Plus le niveau de capacité physique était bon, moindre était la mortalité cardiovasculaire, en dehors des autres maladies. C'est-à-dire que dans une population qui est considérée saine ou ayant des facteurs de risque, le fait d'avoir une bonne capacité fonctionnelle réduisait le risque de mortalité globale. En prévention primaire, ce qu'on sait aujourd'hui, plusieurs études montrent que le comportement sédentaire et qui correspond à la faible capacité physique. C'est quoi la capacité physique? Elle est tout simplement estimée quand on fait une épreuve d'effort. Elle est estimée selon donc, un protocole standard. Elle est estimée par la durée de l'épreuve selon le protocole. Et donc nous avons des tablettes qui nous permettent de la calculer en millilitres par kilo par minute de consommation d'oxygène, ou bien tout simplement par équivalent métabolique. Et donc on sait, quand on a donc une bonne capacité fonctionnelle, c'est quand elle est supérieure à 10. Quand elle est inférieure à 6, on a une mauvaise capacité fonctionnelle. Alors, cette vie sédentaire, cette faible capacité fonctionnelle, augmente le risque de diabète de type 2, de mortalité cardiovasculaire et de mortalité toutes causes confondues, et de manière indépendante. Rester assis pendant plus de 3 heures par jour réduit l'espérance de vie, les gains d'espérance de vie, de 2 ans. Regarder la télé plus de 2 heures par jour réduit les gains d'espérance de vie de 1,4 ans. Ça paraît minime, mais si on rajoute donc à l'inactivité de tous les jours, etc., c'est énorme. Voici une étude publiée par Meyers en 2002. Elle a concerné plus de 2500 sujets normaux comparés à plus de 3600 patients porteurs de maladies cardiovasculaires. Et il existe une forte relation entre la capacité physique estimée en équivalent métabolique et la mortalité globale et même cardiovasculaire. Et ce, quels que soient les facteurs de risque, comme on voit ici, quels que soient les facteurs de risque. Plus cette capacité, plus cette capacité est élevée, comme ici, supérieure à 8 mètres, on a un risque de mortalité nettement moindre que pour une capacité inférieure à 5. Et ce, quel que soit le facteur de risque, hypertension artérielle, bronchopneumopathie chronique obstructive, tabagisme, etc. Obésité, on a tendance à penser que
l'obésité égale sédentarité. C'est faux, c'est totalement faux. On peut avoir un excellent poids, un excellent donc, rapport poids-taille, mais avoir un risque élevé parce qu'on a une faible capacité fonctionnelle. Ça existe. On peut avoir donc un surpoids, un léger surpoids, avec une capacité excellente. Et ce n'est pas le poids qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est la capacité physique, la consommation maximale d'oxygène. Le risque de mortalité globale, donc cette plaque montre que le risque de mortalité globale, aussi bien chez les sujets non malades que chez les sujets malades, est directement corrélé au niveau de la capacité fonctionnelle. Regardez par exemple dans ce groupe, la mortalité est presque la même entre les sujets sains et les sujets malades. Et que c'est le facteur déterminant de mortalité, c'est la capacité fonctionnelle. Regardez ici, chez les sujets qui ont une excellente capacité fonctionnelle, au-delà de 10,7 équivalents métaboliques, le risque de mortalité est identique, qu'on soit malade ou non malade. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si j'ai un patient qui a une pathologie cardiovasculaire, s'il fait un programme d'activité physique et sportive, et s'il dépasse 10,7 équivalents métaboliques, son risque est faible, il est exactement le même que celui qui fait une activité physique sportive régulière. Je précise, maladie cardiovasculaire traitée médicalement, maladie cardiovasculaire traitée de manière optimale. Ça ne remplace pas du tout le traitement médical optimal. Et regardez ici, quelqu'un donc qui a une faible capacité, très faible capacité, qu'il soit malade ou non malade, le risque de mortalité est pratiquement le même. Je parle de mortalité globale. Méta-analyse publiée en 2008, revue systématique de plus de 30 études, 33 études exactement, plus de 880 000 donc, sujets inclus dans cette méta-analyse. L'activité physique en prévention primaire réduit la mortalité globale de moins 33% et la mortalité cardiovasculaire de moins 35%. À ma connaissance, il n'y a aucun médicament qui fait aussi bien. En prévention toujours primaire, dose, donc quelle est la dose? Je parlais tout à l'heure, il faudrait peut-être apprendre dans l'avenir à donner une ordonnance qui explique comment faire une activité physique. Alors, il existe une relation directe entre le volume de l'activité physique et la réduction de la mortalité. Plus cette activité est importante, meilleur sera le résultat. Je parle d'une activité physique modérée à intense dans un cadre raisonnable. Il existe cependant chez des athlètes de haut niveau une limite qu'il ne faut pas dépasser et qui augmente la mortalité. Nous sommes ici dans le cadre de la prévention et pas dans le cadre de l'activité sportive de haut niveau. Alors, cette étude a été réalisée chez plus de 400 000 personnes en bonne santé, âgées de 20 ans et plus, intégrées dans un programme de dépistage médical standard avec un suivi moyen de plus de 8 ans. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est 15 minutes d'exercice par jour réduit de 14% la mortalité et augmente l'espérance de vie de 3 ans. Et à chaque fois qu'on augmente de 15 minutes cette activité physique, on réduit encore la mortalité de 4%. Donc, il y a un minimum qui nous permet donc d'avoir des effets bénéfiques à partir de cette activité physique. Ce qu'on sait aujourd'hui, et de manière précise, c'est que la mortalité globale dans le groupe activité de faible intensité est nettement meilleure que dans le groupe inactif. Le fait de faire
juste une petite activité fait beaucoup mieux que si on ne fait pas d'activité physique. Et à chaque fois qu'on augmente le volume et l'intensité de cette activité, on va améliorer et réduire le risque de mortalité aussi bien global que cardiovasculaire. Pour ce qui est du diabète et de l'obésité, dans cette étude publiée en 2002, chez les personnes en surpoids, la modification du mode de vie avec des objectifs de perte de poids au-delà de 7%, avec une activité physique d'au moins 150 minutes par semaine, activité physique modérée, réduit de 58% le diabète de type 2 versus placebo. Alors que le traitement médical, avec la metformine 800 mg par jour, 2 fois par jour, réduit le risque de survenue de diabète de 31% versus placebo. Donc l'activité physique fait beaucoup mieux que le traitement médical, même si le traitement médical est efficace par rapport au placebo. Alors dans cette étude, chez les hommes diabétiques suivis pendant 14 ans, la quantité totale d'activité physique est inversement proportionnelle à la mortalité globale. Donc, plus on fait d'activité physique, plus on réduit ce risque de mortalité aussi bien global que cardiovasculaire. Je passe, c'est presque la même chose, donc c'est toujours l'intensité. La même chose donc chez les coronariens. Chez les coronariens, donc cette activité physique va agir aussi bien sur l'index de masse corporelle, sur le tour de taille et le pourcentage de graisse. C'est par ces intermédiaires donc qu'on réduit le risque de mortalité. Ça, c'était pour la mortalité globale, la même chose pour la mortalité cardiovasculaire. Maintenant, en prévention secondaire. Ce qui nous intéresse, j'allais dire plus, ce qui nous intéresse aussi de manière importante. Souvent, nous avons le réflexe de dire aux gens qui ont une insuffisance cardiaque, qui ont fait un infarctus, qui ont eu un pontage, une angioplastie, on leur demande de vivre, de mener une vie calme, sans activité physique. C'est une erreur monumentale, parce qu'on réduit les chances donc d'amélioration sur le plan aussi bien mortalité globale, mortalité cardiovasculaire, événements cardiovasculaires, insuffisance cardiaque, risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Dans cette étude publiée en 2007, une réduction du risque pour 1500 kilocalories par semaine d'activité physique réduit de manière significative le risque d'événements cardiovasculaires par rapport à un groupe de référence, c'est-à-dire avec une activité physique de 200 kilocalories par semaine. En d'autres termes, une activité physique de 20,5 donc équivalent métabolique par heure par semaine versus une activité de faible intensité réduit de manière significative aussi le risque d'événements cardiovasculaires. Une autre étude menée entre 1982 et 1998 aux États-Unis, elle a inclus plus de 1800 personnes. Dans ce groupe de 1821 sujets, 55% ont été inclus dans un groupe de réadaptation cardiaque. Alors, le fait de faire une réadaptation cardiaque a permis de réduire la mortalité de 3 ans. Et on le voit ici, chez les non-participants et ici chez les participants, par rapport à des sujets donc, de référence. Donc, le programme de réadaptation cardiaque permet de réduire la mortalité, et la mortalité est pratiquement similaire à la population générale. Ces malades qui n'ont pas participé à un programme de réadaptation ont été traités de manière optimale. Donc le traitement optimal seul ne suffit pas. Traitement optimal plus réadaptation cardiaque réduit la mortalité et la rend presque identique à une population qui n'a pas de cardiopathie. Une autre étude, il existe une
relation donc entre la dose d'activité physique et le nombre de séances de réadaptation cardiaque pour ce qui est de la mortalité globale et pour ce qui est du risque de survenue d'infarctus. Plus la personne participe à des séances donc importantes par semaine de réadaptation cardiaque, moindre sera le risque de mortalité ou bien le risque de survenue d'infarctus du myocarde. On le voit ici, diminution donc de la mortalité globale, diminution des hospitalisations, diminution des hospitalisations pour cause cardiaque, avec des diminutions très significatives, à chaque fois dans une étude prospective réalisée au Canada et publiée en 2012. D'une manière générale, dans le cas de la prévention secondaire, l'activité physique réduit la mortalité cardiaque de moins 26%, la mortalité totale de 20%. Ce travail est assez ancien, publié en 2004. Méta-analyse donc publiée en 2004, confirmée par une publication très récente de 2016, où il y a une réduction considérable de la mortalité cardiovasculaire et aussi une réduction considérable donc, de risque d'hospitalisation. Presque la même chose chez les malades qui ont subi une angioplastie. Angioplastie avec réadaptation cardiaque, angioplastie sans activité physique. Et regardez le résultat, même si le nombre de patients n'est pas suffisant, regardez la différence. Il y a une différence entre les deux courbes très significative. Pourquoi le nombre n'est pas important? Aujourd'hui, ce n'est pas éthique de faire des études chez des gens qui ont été stentés. Il est obligatoire de leur proposer un programme de réadaptation cardiaque. On ne peut pas aujourd'hui dire on va contrôler. On sait que c'est bénéfique, on doit le faire. Donc cette étude a été publiée en 2001. Depuis pratiquement, la réadaptation cardiaque est obligatoire. Elle fait partie de la prise en charge des gens qui ont été stentés. Autre étude très intéressante. Chez des malades qui ont un angor stable, on a comparé les gens qui ont été sélectionnés pour une angioplastie par rapport aux gens qui ont été sélectionnés uniquement pour l'activité physique. Et regardez ici, angioplastie et réadaptation, le résultat donc des sujets qui ont subi un programme de réadaptation est nettement meilleur que les sujets qui ont bénéficié d'une angioplastie. Je répète, pour qu'on puisse bien comprendre ce message. Il s'agit de personnes qui ont un angor stable. Dans l'angor instable, l'angioplastie est pratiquement indispensable. Je répète encore, quand on est dans une atteinte de l'interventriculaire antérieur, d'une artère importante, on n'est plus dans l'angor stable. Généralement, l'angor stable, c'est une petite artère coronaire qui est à l'origine de douleurs quand on fait un effort et qui disparaît à l'arrêt de l'effort. Ici, l'activité physique fait mieux que l'angioplastie. À tel point qu'il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, il y a un article qui est paru, qui est récent, et qui pose le problème de l'intérêt de l'angioplastie dans l'angor stable. Je ne parle pas du coût. Du coût, malheureusement chez nous, pour le moment, on ne calcule pas le coût d'hospitalisation, on ne calcule pas le coût de la prise en charge. Ce qui est sûr, c'est que chez les sujets qui ont été réadaptés, on a un gain de la VO2 de 16% versus 2%. Ceci est confirmé dans cette étude par la scintigraphie myocardique, et on voit que le taux de perfusion est pratiquement, entre exercice angioplastie, regardez avant et après, pratiquement il n'y a pas une grosse différence, alors que dans l'angioplastie, on a levé l'obstacle et normalement on doit avoir une meilleure perfusion. Oui, on a une excellente perfusion entre avant et après. Par contre, grâce à l'activité physique, la perfusion s'améliore par d'autres mécanismes, même si l'obstacle persiste.
Toujours en prévention secondaire, étude très intéressante, publiée en 2002, ça fait quelques années. Elle a concerné donc plus de 7000 infarctus du myocarde, plus de 3000 pontages aortocoronaires et presque 2000 sujets porteurs d'angor. L'amélioration de 1 millilitre par kilo par minute améliore le pronostic de 9%. Et on sait que quand on fait un programme de réadaptation, quand on fait une activité physique, on améliore automatiquement notre capacité physique. Alors, par quel mécanisme? Certains pensaient que c'était par le poids. Par quel mécanisme cette activité physique est bénéfique? Ce n'est pas encore très clair. Cependant, ce qu'on sait, il y a plusieurs mécanismes. Ce qu'on sait, de manière précise, c'est qu'au niveau de la fonction endothéliale et de la biodisponibilité de l'oxyde nitrique, cette activité physique va agir directement sur l'endothélium vasculaire à partir de la contrainte de cisaillement laminaire, ce qu'on appelle le shear stress. Donc le fait que ce débit sanguin laminaire à travers l'artère, ce débit va agresser un peu les cellules, et ces cellules, à partir d'une cascade de réaction, va produire le NO qui est indispensable à la vasodilatation, à l'abaissement de la résistance périphérique et à l'augmentation de la perfusion. À ma connaissance, jusqu'à ce jour, nous n'avons aucun médicament qui augmente le NO. Ceci ne peut être obtenu que par une activité physique. Une activité physique à partir d'un certain seuil. Réparation endothéliale des cellules souches. Les cellules progénitrices endothéliales ainsi que les cellules souches mésenchymateuses possèdent un potentiel de régénération vasculaire et de réparation endothéliale. Et ceci grâce à l'activité physique. Donc, on va avoir plus de disponibilité de ces cellules, particulièrement à partir de la moelle osseuse, ce qui va améliorer cette perfusion myocardique, aussi bien dans la maladie coronaire que dans l'insuffisance cardiaque. La rigidité artérielle, tout le monde sait aujourd'hui que la rigidité artérielle élevée est associée à plusieurs pathologies, l'hypertension artérielle, l'HVG, l'insuffisance cardiaque. Et cette rigidité artérielle diminue de manière significative chez les sujets qui ont une activité physique régulière et assez soutenue par rapport aux sédentaires. Le mécanisme moléculaire, pour le moment, n'est pas clairement compris. Il y a aussi un autre mécanisme, c'est l'impact de l'exercice physique sur les micro-ARN. Et donc, dans le corps, il y a des micro-ARN qui vont augmenter la fibrose. Il y a d'autres qui vont améliorer la compliance ventriculaire. Et donc, l'activité physique diminue les micro-ARN qui majorent la fibrose et augmente les micro-ARN qui vont améliorer la compliance ventriculaire. La circulation collatérale, toutes les études menées chez les animaux ont montré qu'il y avait une augmentation de la circulation collatérale chez l'humain. Il y a des résultats contradictoires. D'une manière générale, l'activité physique a une action anti-inflammatoire, antithrombotique, anti-arythmique, anti-hétérogène, anti-ischémique, etc. Voici à peu près les mécanismes qui permettent de donner les résultats qu'on a vus tout à l'heure. Recommandations. Que recommande aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé et l'ensemble des sociétés savantes? Chez les enfants et les jeunes entre 5 et 17 ans, il faut au moins 60 minutes d'activité par jour, d'intensité modérée à soutenue. Normalement, l'enfant, dans sa vie de tous les jours, il assure cette activité physique. Sauf si on le met derrière un écran de télé ou bien un écran d'ordinateur, ce qui aujourd'hui pose problème pour les enfants et pour la population future dans les 30 prochaines années. Le fait de pratiquer une activité physique pendant plus de 60 minutes apporte un bénéfice supplémentaire pour la santé et cette activité est extrêmement importante pour nos enfants. Je dis elle est extrêmement importante pour nos enfants
malheureusement, cette activité physique donc, qui était habituelle, qui faisait partie de tous les jours, disparaît de plus en plus. Même l'activité au niveau des structures scolaires a diminué de manière importante. Chez les adultes de 18 à 64 ans, c'est dans cette tranche d'âge qu'on a le plus de nos patients. Donc ces adultes doivent pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée, ou bien au moins 75 minutes d'activité physique d'intensité intense, de haute intensité. Donc 150 et 75 par semaine. Ça, c'est le minimum. Si on peut faire plus, c'est tant mieux. L'activité d'endurance doit être pratiquée par période d'au moins 10 minutes. On sait aujourd'hui qu'une activité de moins de 10 minutes ne va pas agir sur les mécanismes d'amélioration donc de la circulation endothéliale, etc. Donc il faut au moins une activité. Donc si on fait une activité fractionnée, l'activité d'endurance doit être au moins de 10 minutes. Ensuite, elle peut être fractionnée pour reprendre une activité physique. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'activité de résistance, c'est-à-dire la musculation, est extrêmement importante dans cette tranche d'âge. Et il faut l'intégrer dans l'activité d'endurance, les 150 minutes ou bien les 75 minutes d'intensité élevée. Chez les personnes âgées, plus âgées, pratiquement les mêmes recommandations, tout en insistant sur le fait que la musculation joue un rôle important, chose qu'on contre-indiquait par le passé. Donc, le travail de musculation, surtout segmentaire, est extrêmement important. En prévention secondaire, j'ai essayé de résumer donc, dans cette plaque les recommandations de la Société européenne de cardiologie à travers donc, sa branche de l'EACPR d'une manière générale. Donc un travail d'endurance continue, soit une marche soutenue, soit jogging, des courses sur vélo, natation, etc. Au moins 20 à 30 minutes par séance, de préférence 45 à 60 minutes. La fréquence, aujourd'hui la tendance est vers une activité de tous les jours. Donc, mais au moins 3 jours par semaine, avec une préférence, comme je viens de le dire, entre 6 et 7 jours. Il faut que ça soit régulier. Il ne faut pas que ça soit très intense, mais il faut que ça soit régulier dans le temps. L'intensité, 50 à 80% du pic de consommation de la VO2 max. Malheureusement, on ne fait pas du tout chez nous l'épreuve d'effort avec dosage de l'oxygène. Donc on peut approximativement avoir une idée à partir de l'épreuve d'effort standard et on utilise 40 à 60% de la fréquence maximale théorique. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que l'activité physique fait partie, donc c'est un des facteurs de risque les plus importants. Et la lutte contre ce facteur de risque permet le maintien de la santé et la prévention des autres facteurs de risque. Cependant, il y a un problème majeur. L'OMS s'est rendu compte que malgré toutes ces études, malgré toutes ces recommandations, on n'arrive pas donc à avoir un programme soutenu et avoir une compliance. Et je pense que la meilleure manière de faire en sorte que ce programme soit accepté et soit respecté par le malade, c'est que le praticien l'intègre dans son activité de tous les jours. Tout d'abord, il faut qu'il soit convaincu de son intérêt. Et deuxièmement, il faudrait qu'il prenne plus de temps pour expliquer l'intérêt de cette activité physique. Et il ne faudrait pas que ça se limite à dire « faites du sport ». C'est comme arrêter la cigarette. Et ensuite, je mets une ordonnance avec 5 médicaments, 6 médicaments, qui sont indispensables. Mais ils ne sont pas suffisants s'il n'y a pas d'activité physique. Je vous remercie.